Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Une demande de cuivre qui double d'ici 2030, de nickel qui triple et de lithium multiplié par 10, voire même 40 d'ici 2040. Qualifiés de stratégiques, les métaux et minerais sont indispensables à la transition énergétique pour fabriquer les batteries électriques, les éoliennes, les panneaux photovoltaïques. Les États s'organisent donc pour sécuriser leurs besoins. La France a créé en 2022 le poste de délégué interministériel aux approvisionnements en minerais et métaux stratégiques, une fonction occupée par mon invité. Bonjour Benjamin Galzo. Bonjour. Alors il y en a combien de ces métaux stratégiques ? Alors écoutez, entre une trentaine et une cinquantaine, alors ça dépend un petit peu comment on compte, et en particulier si on détaille les terres rares, dont on parle souvent, les terres rares lourdes, terres rares légères, et donc quelques exemples parmi ces 30 à 50 métaux. Le lithium, vous l'avez évoqué pour les batteries, un des métaux, on en reparlera, dont la croissance sera la plus importante. Le nickel, le manganèse, le cobalt, également pour les batteries. Et un métal que tout le monde connaît mieux, le cuivre, qui est un métal de base, déjà évidemment très utilisé dans l'industrie, mais dont la croissance également augmentera dans les prochaines années. Croissance exponentielle de tous ces métaux ? Alors, croissance exponentielle, comme on dit, les arbres ne vont jamais jusqu'au ciel. Donc, au cours des prochaines années, en effet, pour un certain nombre de ces métaux, des facteurs multiplicatifs importants vont affecter la demande. Si on prend l'exemple du lithium. Alors le lithium, c'est un métal qui est déjà utilisé aujourd'hui dans l'industrie, mais la révolution du lithium, c'est les batteries. Les batteries lithium-ion. Vous connaissez celles qui sont dans vos téléphones portables, et c'est là où l'importance de la demande sera cruciale, c'est aussi le métal utilisé dans les véhicules électriques. Et donc, le lithium, si on prend la totalité de la demande de lithium, elle sera en effet multipliée par 10. Ce sont les estimations de l'Agence internationale de l'énergie à l'horizon 2040. Vous avez cité la multiplication par 40. Ça, c'est juste pour les besoins des batteries. Il y a deux notions différentes. Donc, sur cet exemple-là, en effet, la croissance est tout à fait importante. Mais, et c'est un point très important, ces métaux ne sont pas consommés. C'est-à-dire que ces métaux, ils sont extraits, ils sont transformés, et une fois qu'on les a extraits, ils sont recyclables. Donc, c'est la propriété importante de ce métal. Quelque part, ils sont éternels. Grande dépendance de la France et de l'Union européenne, 70 à 80% d'importation des métaux chez nous en Europe ? Alors, ce qui est important de bien distinguer dans cette question, c'est les différents stades de la fabrication de ces métaux. On n'extrait pas un métal directement. On extrait un minerai, ensuite on raffine, on transforme ce minerai, on fabrique des produits industriels à partir de ces minerais, et ensuite on les recycle. Et donc, la dépendance doit s'analyser en fonction de ces différentes phases. Typiquement, pour le recyclage, nous avons des installations de recyclage et nous recyclons un métal comme l'aluminium, par exemple, est très fortement recyclé, ou le cuivre, ou l'acier. Mais en amont ? Alors, en amont, il y a une dépendance au niveau de l'extraction, mais à contrario, il y a plusieurs pays dans lesquels ces métaux sont présents. En revanche, aujourd'hui, là où il y a une concentration assez forte, c'est sur les phases de transformation et sur les phases de raffinage. Et donc voilà, l'analyse à laquelle on procède, elle distingue bien l'ensemble de ces phases. Dépendance vis-à-vis de la Chine, surtout sur la transformation, c'est ça ? Dépendance importante vis-à-vis de l'Asie en général et de la Chine, effectivement, beaucoup sur les phases de transformation. Donc on vous crée en 2022 la délégation interministérielle suite au rapport Varin qui a alerté le gouvernement sur cette question. Vos objectifs sont lesquels ? Alors, en effet, donc, le gouvernement a défini l'année dernière une stratégie pour ces métaux critiques, et en confiant sur la base d'un rapport qui avait été confié à Philippe Varin. Et une des recommandations de Philippe Varin était de créer un poste pour coordonner l'activité des différents ministères impliqués. Donc, c'est le travail que j'occupe depuis maintenant à peu près 6 mois, avec l'ensemble des équipes des ministères concernés. Donc, le ministère de l'économie, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Environnement, le ministère de la Recherche, mais aussi
avec des établissements publics tels que le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, qui est l'un de nos experts dans ce domaine, et aussi, bien entendu, avec les entreprises, avec l'industrie, avec l'ensemble des industriels, que ce soit ceux qui produisent ces métaux ou ceux qui les utilisent. Vos objectifs ? Alors, nos objectifs, c'est de renforcer la souveraineté en matière d'approvisionnement et c'est de répondre aux défis de la transition énergétique. Pour moi, c'est ça les deux principaux objectifs. J'en rajouterai un troisième qui est d'améliorer dans ce secteur les conditions sociales et environnementales et d'utiliser de manière le plus sobre possible ces métaux. Donc je dirais 3 éléments fondamentaux. Premièrement, répondre aux défis de la croissance que nous avons évoqué tout à l'heure. Deuxième point, renforcer la résilience et la souveraineté de nos chaînes d'approvisionnement. Troisième point, je dirais l'excellence environnementale et sociale. Création de stocks stratégiques ? Alors, c'est une question à laquelle nous réfléchissons. En particulier, des dispositions ont d'ores et déjà été prévues pour ce qui concerne les approvisionnements les plus stratégiques pour la défense. Elle figure d'ailleurs dans la loi de programmation militaire qui est actuellement en discussion au Parlement. Et nous discutons avec les industriels pour l'ensemble des autres secteurs pour voir quelles sont les modalités les plus appropriées pour renforcer ces chaînes d'approvisionnement. L'État vient de créer un fonds. 500 millions d'euros et on espère en effet le levier arriver à 2 milliards d'euros, c'est ça ? Absolument. Alors nous avons plusieurs outils de financement. Pour répondre aux défis que j'ai indiqués, évidemment, il y a besoin de développer des projets industriels, que ce soit l'extraction ou la transformation ou le recyclage. Et donc il faut des financements. Nous avons plusieurs types de financements. Le premier que je voulais citer, c'est France 2030. 500 millions d'euros pour les métaux critiques. Là, il s'agit de subventions. Ça sert à faire de la recherche, du développement et puis d'aider les investissements. Et puis pour investir, il faut des capitaux. Et en effet, nous avons pris la décision de soutenir la création d'un fonds pour les métaux stratégiques, un fonds qui doit réunir environ 2 milliards d'euros et dans lequel l'État investit 500 millions d'euros. C'est un fonds qui investira en France, qui investira en Europe et à l'international d'un point de vue général sur toute la chaîne d'approvisionnement que nous avons évoquée tout à l'heure. Et ce que je voulais mentionner, c'est que nous avons donc décidé de le faire dans le cadre d'un partenariat avec une société qui s'appelle Infravia et qui va gérer ce fonds, évidemment, en relation avec nous et avec les autres investisseurs qui nous rejoindront au sein de ce fonds. Coordination européenne là-dessus, voire transatlantique, je ne sais pas. Nous sommes en discussion permanente avec nos partenaires européens. D'abord, vous le savez, est en discussion actuellement entre le Parlement et le Conseil le Critical Raw Material Act. Les discussions avancent très bien. Tout d'abord, je voudrais souligner l'importance que l'Europe se saisisse de ce sujet et la France avait effectivement soutenu fortement cette initiative. Le texte est en cours de discussion et nous pensons que d'ici la fin de l'année, ce texte pourra être adopté. Vous avez des homologues comme vous dans les autres pays? Alors absolument, nous avons, suivant diverses structures, mais j'ai des homologues que je vois régulièrement. Et dans le cadre du Critical Raw Material Act, un conseil de l'ensemble des responsables gouvernementaux et évidemment de la Commission pour les matières premières stratégiques sera constitué. Et le lien transatlantique? Alors, lien transatlantique, lien, je dirais, avec l'ensemble des pays du monde, c'est un point très important. C'est une problématique mondiale, c'est-à-dire l'ensemble des pays, cet effort, ce défi que j'ai mentionné, ça n'est pas un défi que européen, c'est un défi pour l'ensemble des pays, pour mettre à disposition, je veux dire, de la communauté les métaux nécessaires à la transition énergétique. Donc nous avons des discussions effectivement avec de très nombreux pays, avec nos partenaires américains, avec nos partenaires canadiens, je crois qu'on y reviendra tout à l'heure, avec nos partenaires australiens, avec un certain nombre de pays d'Afrique, d'Asie, avec le Japon. Et donc voilà, c'est un effort collectif et c'est un point à mon avis très important, c'est-à-dire que tout le monde doit faire cet effort avec une attention très forte sur les standards et les normes pour avoir une exploitation exemplaire de ces métaux. Et on parle de diplomatie des métaux, ça? Alors oui, on parle de diplomatie des métaux parce que c'est, j'allais dire, à travers aussi ces relations internationales que l'on peut partager des projets, que l'on peut partager des technologies. Et donc tout ça relève bien sûr d'une discussion entre industriels, mais aussi d'une discussion entre États. Et il faudra penser à exploiter peut-être nos mines en France ou en Europe? Alors, bien sûr, bien sûr. Première chose qui me semble important d'avoir en tête, c'est que nous exploitons déjà aujourd'hui
un certain nombre d'activités extractives. Je vais vous donner un exemple, un minéral qui s'appelle l'andalousite. Il n'est pas très très connu, c'est un silicate d'aluminium et nous avons l'industriel Imerys a une carrière en Bretagne qui est une carrière, un gisement de classe mondiale et nous exportons, ou plutôt Imerys exporte dans plus de 200 pays ce minéral, qui est un minéral très important pour notamment les applications industrielles. Et donc, cette logique-là, évidemment, nous l'appliquons. Et donc, première chose que nous faisons, c'est nous relançons l'exploration. C'est-à-dire aller chercher ces nouveaux métaux, aller explorer au sein du territoire national par les techniques les plus appropriées d'analyse. Et donc, nous avons relancé cet effort d'exploration. Et un certain nombre de gisements sont déjà identifiés et sont en cours de développement par des industriels. Je vais vous donner l'exemple du lithium, puisque c'est celui, c'est un peu le fil rouge de notre discussion. Donc le lithium a un gisement dans l'Allier, la société Imerys, gisement de Beauvoir, qui est actuellement en cours de développement. Et une autre zone qui est l'Alsace, où il y a du lithium géothermal. Donc là, on exploite, ou on exploitera ensemble le lithium et la géothermie. L'ensemble de ces besoins, c'est probablement plus de 50% de la réponse aux besoins français, peut-être jusqu'à 80%. Donc vous voyez que ce que l'on fait sur le territoire national peut répondre à la demande. Merci beaucoup Benjamin Galezot pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir. Merci beaucoup.